Le sans filtre, c'est quoi? Sans Bonjour à filtre. toutes et à tous, nous revoici. Nous allons discuter dans cette séquence d'affichage environnemental qui est en train d'être discuté en ce moment à l'Assemblée en séance, d'open data, de régulation par la donnée, de tout ce qui concerne les données au service de la transition écologique. Et donc, pour cela, nous avons trois invités. Serge Abitboul, qui est membre du collège de l'ARCEP. Bonjour Serge, avec un fond magnifique. Pierre Slamish, qui est membre fondateur d'Open Food Facts et qui va nous expliquer comment il a pu travailler avec les données sur le Nutri-Score depuis de longues années et comment il élargit son activité maintenant aux données environnementales. Et finalement, bonjour Pierre. Et finalement, Lambert Allaire, qui est citoyen de la Convention citoyenne et qui est cofondateur de Carbon et qui donc travaille aussi sur les données. Bonjour Lambert. Bonjour. Donc, nous aurons des discussions pour expliquer un peu aux intervenants. Vous comprenez un peu le concept. On va passer de la séance à nos discussions. On va faire des allers-retours parce que là, il y aura une discussion très intéressante qui va arriver dans quelques minutes, qui est le fait de est-ce qu'on réduit l'expérimentation, le temps d'expérimentation de cet affichage environnemental qui est prévu maintenant pour une durée de 5 ans. Et il y a énormément d'amendements qui demandent de le réduire à 2 ans. Donc, on va revenir au direct quand le débat arrivera. Mais je voulais commencer par faire un petit tour de piste pour qu'on comprenne un peu de quoi on discute depuis hier soir. Donc, on discute de ce fameux affichage environnemental qui est un serpent de mer, un vieux serpent de mer, parce qu'il avait été prévu par la loi Grenelle 2 en 2010 et qu'il était prévu de façon volontaire à ce stade-là, donc il n'y a pas eu énormément d'avancées. Dans la loi pour une économie circulaire, l'année dernière, il y a eu encore des aménagements au dispositif, mais ça restait un dispositif volontaire. Donc, on sait que l'ADEME a commencé à travailler sur des indicateurs, sur des chiffres, etc. Mais tout ça est assez lent finalement parce qu'il n'y a pas encore d'obligation. Et donc, la Convention citoyenne a porté haut et fort ce principe de l'obligation de cet affichage. Et donc, dans ce texte, on prévoit bien une obligation de l'affichage, mais avec une durée d'expérimentation. Donc, c'est ce que je vous disais, de 5 ans. Et donc, on voudrait, certains députés, accélérer un peu la mise en place de cet affichage. Donc, les discussions qu'il y a eu tournent autour de quelles sont les données qui doivent être affichées, quelles sont les informations qu'il faut donner au public. Est-ce qu'il s'agit juste en fait d'une information liée à l'impact en termes de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'il faut élargir un peu plus cette information pour parler d'atteinte à la biodiversité, pour parler de consommation de ressources naturelles? Les débats ont eu lieu hier soir et la position du gouvernement, de la rapporteure, était de dire trop d'informations tue l'information. On a entendu cette phrase plusieurs fois. Et donc, ils ont préféré de rester sur un dispositif assez resserré pour pouvoir avoir une application concrète, donc assez rapidement. Donc, on va discuter dans la prochaine heure et demie de voir si c'était une bonne décision, est-ce qu'il fallait aller plus loin, sur quelles informations, sur quelles données. Il y a eu une deuxième discussion autour de l'open data, de ces données. Donc là aussi, c'était il y a quelques minutes. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer l'amendement qui a été adopté. Ah, j'ai besoin. Voilà, très bien, merci. J'ai le partage d'écran, voilà. Donc, l'amendement qui a été adopté est celui de Botorel, du député Botorel. Et donc, voici ce qu'il dit. Donc, il dit, lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et sous réserve du respect des dispositions de l'article du Code du commerce, ce décret peut définir les produits et services dont des... Pardon, je n'arrive pas à lire, mais les produits et services dont des metteurs sur le marché mettent à disposition dans un format ouvert, libre, utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé certaines données prises en compte dans l'affichage prévu par le présent article.
Donc là, il y a eu énormément de discussions. D'abord sur la partie où on renvoie au code du commerce, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre une restriction à cet open data par rapport au secret des affaires. Ceux qui travaillons dans l'open data et les données d'intérêt général depuis longtemps, on sait que ce petit bout de phrase, c'est un peu comme mettre le loup dans la bergerie, c'est-à-dire que ça devient après une excuse pour ne pas ouvrir les données parce que les entreprises disent c'est relatif à mon secret des affaires, c'est ce qui me donne un avantage concurrentiel dans le marché, etc. etc. Et donc, dans le même texte qui demande l'open data, on a introduit une limitation à cette open data et qui est donc aux mains des entreprises qui pourront s'appuyer là-dessus pour, disons, argumenter dans le sens de la fermeture des données. Donc, nous, on avait plutôt décidé d'enlever cette partie-là. Après, le texte dit « ce décret peut définir », donc on n'est pas sur une obligation, mais sur une possibilité. Donc voilà, tout ça pour vous montrer à quel point des petits termes sur un texte peuvent changer énormément de choses. On est sur une possibilité, pas sur une obligation. Et la dernière partie qui posait un peu souci, où il y a eu beaucoup de discussions, c'était sur certaines données. Donc, on parle de certaines données, pas toutes les données qui sont prises en compte dans l'article. Donc, juste pour à titre de comparaison, donc ça a été l'amendement qui a été voté. Nous, on avait proposé celui-là qui était calqué sur l'open data qu'on avait voté dans le cadre de la loi AGEC pour une économie circulaire pour l'indice de réparabilité. Et donc, ça, c'était un amendement que moi, j'avais porté. Comme à ce moment-là, j'étais encore dans la majorité, j'avais réussi à négocier l'adoption de cet amendement. Mais donc, c'est exactement la même rédaction qui est aujourd'hui loi pour l'indice de réparabilité. Donc, nous, on argumentait dans ce sens en disant prenons ce même dispositif qui existe déjà. Et donc là, on parlait, on ne mettait pas la limitation concernant le secret des affaires, on parlait de toutes les données concernées par la disposition et surtout, on faisait peser une obligation sur les acteurs. Donc sur les producteurs, les fournisseurs de services, etc. Parce que la question de l'open data, on sait tous et on va en parler tout à l'heure, c'est un effort, c'est un investissement en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières. Et pour mettre à disposition des données, ça ne se fait pas tout simplement. Il faut mettre les données en forme, il faut les rendre facilement accessibles sur un portail, etc. etc. Donc, voilà où on en est des discussions concernant l'open data. Un peu plus tard, il y aura des discussions aussi sur quel nouveau pouvoir on donne à l'ARCEP. Et là, on aura Serge qui pourra bien commenter, expliquer à quel point c'est important de donner des pouvoirs à l'ARCEP pour récupérer des données. On sait que ça a déjà été fait auprès des opérateurs concernant la couverture, la qualité des réseaux et que l'ARCEP a pu, grâce à ça, mettre en place une cartographie qui s'appelle monréseaumobile.fr. Serge, tu pourras nous en parler, qui est très utile pour les utilisateurs. Donc, voilà un peu, je voulais poser le débat avant de commencer à discuter avec nos intervenants. Je regarde juste, voilà, on est à 2 amendements du débat qui portera sur la réduction du temps d'expérimentation. Donc, à ce moment-là, on reviendra vers le direct. Mais déjà, je voulais passer rapidement la parole à Pierre pour qu'il commence un peu à se présenter, à raconter son activité, peut-être à présenter un peu ce que tu as pu faire autour de Open Food Facts déjà à ce stade. Oui, bonjour à tous. Donc, merci beaucoup de nous donner la possibilité de nous exprimer sur ces questions d'affichage environnemental qui nous tiennent beaucoup à cœur. Donc, Open Food Facts, en fait, c'est une association qu'on a créée en 2012. Donc, le nom est anglais, mais l'association est bien française. Et en fait, l'idée, c'est de faire le Wikipédia des aliments. Donc, de faire la transparence sur le système agroalimentaire, que ce soit pour des questions d'alimentation,
de santé, sur la question du Nutri-Score, mais aussi sur des questions maintenant d'environnement, sur mieux comprendre l'impact des produits sur l'environnement et sur les écosystèmes, etc. On va aller au direct pour écouter, entendre un peu les débats sur cette question du temps d'expérimentation. Comme le Grenelle 1 et 2, la loi de transition énergétique pour la croissance verte ont déjà prévu cet affichage et que nous menons depuis déjà de nombreuses années des expérimentations. Il nous paraît urgent de modifier les habitudes de consommation en permettant à chacun d'être informé sur l'impact environnemental d'un produit et d'orienter ses choix vers ceux qui nuisent le moins à nos écosystèmes. Aussi, au vu de l'urgence climatique, l'horizon 2027, pour sa généralisation et sa mise en œuvre obligatoire, n'est pas un objectif à la hauteur de la situation. 2 années d'expérimentation sont, de mon point de vue, suffisantes. Merci, Madame Pinel. Le 4244, Madame Jourdan. Merci Madame la Présidente. Même propos, donc un amendement qui vise à réduire le temps d'expérimentation à 2 ans. Et je reprends l'argumentation qui a été faite par la collègue. Bon, il s'agit aussi d'une proposition faite par la Convention citoyenne pour le climat. Je pense qu'il s'agit de la question de répondre à l'urgence qui est devant nous. Il s'agit aussi de ne pas essouffler une dynamique et d'entrer dans le principe de l'information le plus tôt possible pour les consommateurs qui attendent. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Le 5084 de Monsieur Vulfranc n'est pas défendu. Le 1155 de Monsieur Potier. Oui, c'est un amendement de mon collègue qui a été parfaitement défendu par Mme Jourdan, qui voudrait qu'on aille plus vite pour cet affichage et qu'on accélère justement la période d'expérimentation en leur assurant un délai à peu près de 3 ans. Merci Monsieur le député. Bien. Madame la rapporteure, sur cette série d'identiques. Merci Madame la Présidente. Donc, sur les différents amendements, que ce soit pour réduire de 5 ans à 2 ans ou de 5 ans à 3 ans la durée des expérimentations, encore une fois, c'est les débats que nous avions eus déjà en commission spéciale, on est bien sur une durée maximale de 5 ans. Maximale. Ce qui veut dire que rien n'empêche que ça puisse être mis en place dans 1 an, et pas forcément dans 2 ans ou dans 3 ans. On peut aller aussi plus vite sur certains secteurs par rapport à ce que vous proposez. C'est l'enjeu même de ces expérimentations. Par contre, dans les secteurs qui demandent du temps pour appréhender les critères, et vous avez été très nombreux à vouloir les élargir, ces critères. Vous avez adopté un amendement à l'instant qui va revoir un certain nombre d'entre eux, donc qui va complexifier aussi la manière avec laquelle on pourra déployer rapidement l'affichage environnemental. Donc, encore une fois, une expérimentation maximale d'une durée de 5 ans. Rien n'empêchera qu'on puisse aller plus vite. Nous avons adopté à la quasi-unanimité de notre Assemblée l'amendement hier de Nathalie Sarl qui permet d'aller plus vite, prioritairement sur le secteur textile. Donc je crois vraiment qu'il faut que nous puissions maintenir cette cohérence-là, durée maximale de 5 ans. Rien n'empêchera dans les secteurs qui sont prêts que nous puissions aller plus vite, y compris dès l'année prochaine, 1 an après la promulgation de la loi. Donc défavorable sur tous ces amendements identiques et en discussion commune. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Oui, on est sur une durée maximale et je compte bien sur un certain nombre d'expérimentations qui arriveraient à leur terme assez vite, mettre en œuvre cet étiquetage bien plus tôt, notamment sur le textile. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs on en a fait une priorité dans cet article. Sur le textile, on peut raisonnablement espérer que cet étiquetage puisse être mis en œuvre dès l'année prochaine, donc même sans attendre 2 ans. C'est pourquoi vos amendements me paraissent largement satisfaits, c'est pourquoi j'y suis défavorable. Merci Madame la ministre. Madame Jourdan. Oui, non, simplement pour dire qu'effectivement, ça peut être plus tôt, mais on sait très bien qu'en général, les délais, de toute façon, vont jusqu'au bout et quelquefois même au-delà. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment pour certaines expérimentations. Donc là, ça nous semble vraiment important de réduire ce délai pour donner aussi un signal dynamique de cette loi. Je pense que ça aussi, c'est important de dire que des échéances sont là et très tôt. Merci. Merci Madame la députée. Monsieur Pancher. La ministre, ça fait 10 ans qu'on expérimente l'information environnementale. Et ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Bon.
Et donc, on nous explique que c'est un grand article à travers la généralisation de l'expérimentation environnementale et vous nous en remettez pour 5 ans. Et pourquoi vous le faites? Et vous le faites parce que c'est très complexe. C'est vraiment très complexe. Et moi, je regrette qu'on n'en soit pas resté aux propositions de la Convention citoyenne, qui étaient très claires, qui était de dire le vrai sujet, c'est la problématique du carbone. Au moins, on peut cibler. Au moins, il y a une valeur carbone. Et la Convention citoyenne s'était vraiment rendu compte que généraliser l'expérimentation, généraliser l'étiquetage environnemental, c'était particulièrement compliqué. Et voilà. Et donc, on ne s'en sort pas. Et moi, je soutiens évidemment les amendements qui sont proposés en disant mais comment allons-nous expliquer aux organisations environnementales, aux consommateurs que ça fait 10 ans qu'on expérimente et qu'il faille en rajouter 5 ans? Eh bien, si c'est bien, raccourcissons l'expérimentation, ce que j'espère finale, sinon ne faisons rien du tout. Merci. Donc, je vais mettre aux voix la série d'identiques. Mme Batho et les suivants, ayant reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, ne sont pas adoptés. Le 1155 de M. Potier, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Voilà. Donc, voilà le débat. Pour rappeler aussi, nous, en tant que non-inscrits, nous n'avons plus de temps de parole. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas pu défendre cet nos amendement amendements. vise à continuer ce débat sur la question. Voilà, vous pouvez baisser un petit peu le son. Très bien, merci. Donc voilà, on n'a plus de temps de parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas défendre nos amendements en séance. On peut juste dire défendu et donc les amendements sont votés ou pas votés et donc on devait entendre nos collègues sur cette question. Mais donc je voulais revenir, Pierre, donc tu as entendu un peu les débats. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop long? Pas trop long? Quelles sont les données, les informations qu'il faudrait qu'on puisse afficher? Tu as une grande expérience sur cette question. Est-ce qu'on peut commencer sur l'expérimentation? Est-ce qu'il faut d'abord commencer sur la question des vêtements aussi? Ça a été voté hier soir. Comment tu vois toutes ces questions? Alors moi, ce que je note, c'est qu'il y a eu une réponse effectivement sur les vêtements. Il n'y a pas eu de réponse sur l'alimentation, qui est le sujet que je connais bien. Et effectivement, ça a été dit dans les débats. Moi, les expérimentations sur l'affichage, j'en entends parler depuis que je suis ado, en fait. Donc, du coup, c'est effectivement un serpent de mer. Sur l'alimentation, l'expérimentation, en fait, est déjà en cours. Et d'ailleurs, Open Food Fact y participe. C'est mené par le ministère de l'Environnement. Et du coup, on a, nous, affiché depuis le 6 janvier l'éco-score, donc un indicateur de A à E sur les produits alimentaires pour justement permettre, avec une vertu pédagogique, pour permettre aux gens justement de faire des choix dans les rayons. Et du coup, cette expérimentation va permettre d'évaluer l'impact sur les comportements de cet éco-score. Il y a d'autres acteurs qui sont inscrits dans l'expérimentation. Il y a nous, l'éco-score, en fait, c'est porté par un collectif. Donc, il y a nous, il y a ScanUp, il y a Yuka, il y a de nombreux acteurs qui sont impliqués dans le consortium. Et du coup, il y a aussi des projets qui sont portés par l'industrie dans cette expérimentation. Et du coup, le rôle de cette expérimentation, c'est d'évaluer justement quelle modalité peut avoir un affichage, etc. Et ça, a priori, la conclusion va être assez rapide là-dessus. Mais par contre, on a effectivement cette loi qui prévoit effectivement la question des calendriers est une vraie question parce que a priori, ça devait devenir la mise en place devait venir assez rapidement après la conclusion de l'expérimentation. Là, c'est pas clair. C'est en suspens, on va dire. Lambert, qu'est-ce que tu en penses? Tu avais travaillé sur ces questions à la Convention. Quelle avait été votre position? Est-ce que tu es déçu par le rendu? Nous, on nous a donné un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, nous, on a fait le calcul. On s'est dit, si on veut que cet affichage environnemental qui aura vraiment un impact, parce qu'on a vraiment été stupéfait de se rendre compte de l'impact de ce qu'on consommait. On a été formé par des experts qui nous ont expliqué les différents impacts. Et quand on s'en aperçoit, on se dit comment ça se fait qu'on n'est pas au courant. Donc l'affichage environnemental, c'est venu assez vite dans les débats en se disant
au moins on est au courant, et puis ça peut aussi encourager les industriels à éco-concevoir, donc c'est super. Et pour répondre aux objectifs de réduction d'empreinte carbone, il faut qu'ils soient effectifs d'ici 2024 pour avoir le temps justement de répondre aux enjeux. Donc là, on nous dit qu'il faut 5 ans d'expérimentation, ça veut dire qu'on va arriver presque à 2030 en fait. Et moi, je ne comprends pas s'ils disent tous qu'ils sont capables d'afficher les éco-scores d'ici 1 an à 2 ans. Je ne vois pas pourquoi il faut une marge de sécurité de 3 ans, quoi. Ça me paraît beaucoup. Il y a une question dans le chat qui est intéressante de Cassopic sur qu'est-ce qu'il faudrait pour faciliter le travail d'un open quelque chose d'autre fact pour chaque filière. Donc, par exemple, un open beauty fact pour les cosmétiques. Alors, en fait, on a lancé des projets justement sur les autres catégories. Donc, beauty fact sur les cosmétiques. Après, les cosmétiques, c'est beaucoup d'eau et un emballage plastique. Donc, en fait, c'est assez simple à modéliser. Mais il y a effectivement des dizaines de milliers de catégories de biens et services qui existent. Et donc, du coup, on a ce projet Open Product Fact qu'on aimerait bien faire décoller justement pour pouvoir noter… Issu de catégorie 1 qui représente un niveau de protection vis-à-vis de la Covid-19 équivalent, tout en réduisant fortement la production de déchets. Alors, l'avis, demande de retrait, pareil. Merci Madame la Ministre. Monsieur Rupin. Alors, ça se déclenche par moment. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Alors moi, je ne retirerai pas mon amendement. Voilà. J'aurais d'ailleurs été pour qu'on aille beaucoup plus rapidement sur l'obligation d'être… Je ne comprends pas ce qui se passe. De repli. On a des petits problèmes techniques sur le son de la séance. En fait, on gère énormément de flux. Parfois, et opérationnel pour les 3 secteurs que dans cette… Voilà. Je crois que c'est bon. On est désolé, hein, on est rookies sur la question du Twitch, donc parfois il y a des petits moments de problèmes techniques, mais vas-y Pierre, tu nous expliquais. Merci Monsieur Rupin, Madame Lebec. Est-ce qu'il faudrait quasiment sortir le député du Zoom call? Alors, est-ce qu'on est bon là? C'est bon? Expérimentation, et ensuite, je crois qu'il faut aussi faire confiance pour avoir un travail avec les parties prenantes dans leur capacité. Alors, Pierre, on me dit que c'est toi qui aurais ton Twitch ouvert à côté, c'est possible? Bon. Là, c'est bon? Tu peux reprendre le fil? Tu m'entends? Bon, sinon, Serge, peut-être tu peux réagir un peu à ces questions, à justement tout ce qu'on se demande sur la durée d'expérimentation, sur cet affichage, à quoi il devrait ressembler. Là, je crois que Lambert a quand même déjà bien répondu. C'est qu'on a des obligations relativement court terme, donc on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Donc moi, je vais répondre plus sur ce qui est de mon domaine, c'est-à-dire le numérique. Alors, dans le cadre du numérique, l'ARCEP a déjà commencé à travailler avec l'ADEME à réfléchir. Alors, ça mise à part, il faut quand même être bien conscient de la difficulté du sujet. C'est assez compliqué. On a eu une des grandes concertations à l'ARCEP, on a eu à peu près tout le monde, et on a eu des discussions, et on s'est aperçu qu'on était un peu nus pour arriver à donner des bonnes explications, à comprendre bien quelles devaient être les politiques publiques, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire pour arriver à comprendre où sont les gaspillages, où on peut gagner en sobriété.
Et puis, il y a un deuxième travail qui est, à mon avis, en lien, ce qui a été dit à l'heure précédente sur l'éducation, c'est-à-dire qu'après, il faut arriver à transmettre aux utilisateurs cette information. Donc, on a évidemment maintenant des exemples. Open Food Facts, c'est un exemple. On voit un peu quels sont les problèmes. C'est des questions qu'on a posées dans le numérique. Alors, pour finir quand même sur une note un peu positive, dans le numérique, on a un truc qui s'appelle l'agilité. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir le truc parfait, on développe quelque chose et puis après, on le teste. Et je pense que là, il faudra passer par là. C'est-à-dire que si on attend d'avoir les indicateurs parfaits et la compréhension totale et complète, et puis que les utilisateurs aient été formés pour comprendre tout ce qu'on veut faire, on y arrivera. 5 ans, ça ne suffira pas. Donc, je pense qu'il faudra, comme dans d'autres domaines, hein, je pense que ce que je dis pour le numérique s'applique sans doute à d'autres domaines, il faudra apprendre à marcher en marchant, c'est-à-dire commencer avec les indicateurs qu'on aura. Et encore une fois, il y a déjà des réflexions à l'ADEME entre l'ADEME et l'ARCEP pour arriver à ce genre d'indicateurs. On a déjà des informations et des données, parce que c'est aussi beaucoup une question d'acquisition de données. Donc, on a déjà des données qui viennent des opérateurs télécoms, parce que ça, c'est dans leurs obligations, et l'ARCEP les récupère. Par contre, vous êtes bien conscient qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont très importants pour la consommation du numérique. Et là, on est pour l'instant démunis. On attend la loi pour avoir des données sur ces autres acteurs. Voilà. Et puis, évidemment, il faudra aussi parler là-dedans de l'open data. Et si tu veux, Paula, je pourrais revenir à un moment donné sur l'expérience qu'on a acquise en télécom avec l'open data. Très bien. Tu as mentionné ça tout à l'heure avec mon réseau mobile. C'est ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Bon, Pierre a admis que c'était bien sa faute et donc il nous doit une bière à tous. J'avais les débats de l'Assemblée en arrière-plan sur un autre onglet. Parce que j'ai suivi un peu cet après-midi tous les débats qu'il y a eu sur l'affichage environnemental. Ouais. Très bien. Donc, si tu veux reprendre ton propos et puis si tu as envie de nous partager un peu ton écran pour nous montrer un peu du coup à quoi ressemble Open Food Facts, à quoi ressemblent vos nouveaux projets et surtout l'aspect un peu crowdsourcé et collaboratif de vos projets que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut contribuer à construire ces bases de données. C'est ça, en fait, on est parti vraiment de 0 produit en 2012. On a plus de 1,6 million de produits. Et en fait, c'est vraiment des citoyens, des citoyennes qui utilisent leur smartphone, leur téléphone, qui scannent des codes barres et qui envoient des photos de produits. Et en fait, si on arrive à calculer le Nutri-Score, si on arrive à calculer l'EcoScore, c'est grâce en fait à tous les utilisateurs et à tous les citoyens et citoyennes qui, du coup, font cette transparence. On a maintenant des producteurs qui envoient leurs données parce qu'ils ont compris que ça servait pas à grand-chose de résister à ce grand mouvement de transparence, mais c'est avant tout historiquement citoyen. Du coup, je partage mon écran. Vous allez voir d'ailleurs Elias en arrière-plan, voilà, avec les amendements qui sont en train de passer. Donc en fait, voilà, on affiche l'EcoScore depuis le 6 janvier. Donc c'est une note de AAE qui permet de comparer les produits alimentaires. Donc on l'affiche sur l'application Open Food Fact. Si vous utilisez d'autres applications, il est également, normalement, il a débarqué très récemment. Et donc voilà, A, B, C, D, E, pour permettre d'avoir justement une vertu pédagogique sur quels produits vont avoir de l'impact. Donc, par exemple, effectivement, de la viande de bœuf va plutôt être E et les produits végétaux vont plutôt avoir tendance à être A. Donc, on utilise l'analyse de cycle de vie, donc des données fournies par l'ADEME, qui est une agence gouvernementale. On a cette chance en France d'avoir des autorités publiques qui calculent des choses qui ont beaucoup de valeur, en l'occurrence l'analyse de cycle de vie, et qui le publient en open data. Et puis, du coup, on va rajouter à ça plusieurs critères, donc sur les modes de production, l'origine des ingrédients, et puis l'emballage. Est-ce que la circularité des emballages, est-ce que les emballages sont de matériaux recyclés et également recyclables. Voilà. Donc ça, on le calcule sur des centaines de milliers de produits. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Et après, on peut comparer voilà, l'offre alimentaire en France en termes d'impact environnemental. Et on peut comparer, par exemple, des catégories de produits
par exemple les plats préparés, voir lesquels ont un plus ou moins grand impact environnemental. Voilà, donc j'arrête mon partage, mais c'est disponible sur Internet, évidemment, et puis sur toutes les applis mobiles, donc sur Android et iPhone, on a l'application Open Food Fact qui permet de faire ça, vraiment de se réinformer sur la question. Et sur votre projet de l'élargir à d'autres types de produits, vous n'avez rien en ligne encore, ça reste encore au stade de projet? Alors pour l'instant, effectivement, c'est un projet, ça demande des ressources conséquentes. Déjà sur l'EcoScore, effectivement, ça nous a mis de travail pour pouvoir collecter toutes les données nécessaires et ensuite pouvoir effectuer le calcul sur tous les produits. Donc c'est pas non plus effectivement quand pour l'élargir à d'autres catégories de produits, c'est pas non plus trivial, c'est pas infaisable, mais c'est pas non plus complètement trivial. Typiquement, ce dont on a besoin, c'est des données que fournit l'ADEME sur, par exemple, l'impact moyen d'un cosmétique, l'impact moyen, mettons, je sais pas, d'une chaise, quel volume de carbone faut-il pour produire une chaise, et puis après, ça sera limité à une vertu pédagogique, parce que à moins qu'on ait des impacts carbone sur les différents types de chaises, il faudra bien aller vers des moyennes. Ou alors trouver un système de bonus-malus pour arriver justement à valoriser les démarches des producteurs de chaises, par exemple. Très bien, merci, merci Pierre. Alors Hubert, Cédric, qu'est-ce qui se passe en séance? Vous nous entendez? Je peux pas, attendez, je vais sortir un petit peu pour vous en parler. Il ne peut pas trop parler, les huissiers vont venir le taper sur les doigts. Donc on va suivre régulièrement. Mais il y a notamment un autre amendement à nous qui va passer plus tard où on demande en fait que les vendeurs soient aussi obligés de partager les données en fait de façon orale quand ils présentent le produit aux consommateurs. Donc ça, c'était un amendement du Shift Project qu'on a été plusieurs à porter. On fait très attention, nous, de sourcer nos amendements pour que ça soit très clair qu'on a travaillé avec une association ou un lobby, etc. Tout ça doit rester très transparent. Donc, on s'est engagé, tous les députés EDS, à le faire. Et donc, cet amendement en particulier, porté avec le Shift Project, on va en parler tout à l'heure. Donc, Lambert, toi aussi, tu as un projet similaire, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Carbon, comment ça fonctionne? Carrément, ouais. Donc ça s'appelle Carbone. Et en fait, donc, pendant la Convention citoyenne, on a découvert tout ce qui existait déjà pour estimer les mesures d'impact, pour mesurer les impacts. Et on s'est dit que même s'il fallait un affichage obligatoire d'ici 2024, il y a déjà suffisamment de données aujourd'hui qui permet aux consommateurs de donner des ordres de grandeur pour faire des choix, même si ce n'est pas forcément exactement le même, l'empreinte carbone du produit, mais déjà des moyennes, c'est déjà suffisant. Et donc, du coup, avec un pote, on a créé une application qui se sert d'Open Food Fact d'ailleurs, pour une application de scan, un peu comme Yuka, qui permet d'afficher l'éco-score maintenant. Avant, on affichait un score qui se rapprochait de l'éco-score. Et quand on a vu qu'Open Food Fact affichait l'éco-score avec Yuka, etc., on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on affiche le même indicateur qui utilise les mêmes données, en fait. Donc, voilà. Tu veux nous montrer en partage d'écran à quoi ça ressemble? Si tu as quelque chose à montrer, hein, si tu as envie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je peux vous montrer. Non, mais je peux vous montrer l'application qui est disponible sur Apple Store, Google Play, et qui permet de scanner et d'afficher l'éco-score. Et on propose des produits alternatifs plus écologiques pour pas laisser le consommateur dans le. Alors là, attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en partage d'écran Hop.
Donc voilà, c'est une application comme ça qui permet, donc on affiche l'image d'Open Food Fact, le score environnemental, des équivalences en kilomètres parcourus en voiture, le temps qu'il faut à un arbre pour l'absorber et des points de vigilance sur la déforestation, la recyclabilité de l'emballage, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Si, c'est parfait. Ouais. Alors, il faut toujours faire attention avec le partage d'écran parce qu'on a tous eu des situations où on dévoilait des messages qui étaient censés être privés et on fait des grosses bourdes. On en a tous eu. Ouais. Mais bon, merci beaucoup. C'est super bien designé, c'est très beau. Je reprends une petite question que j'ai vue passer sur le chat. Bonjour Madame la députée, avec quelle structure principalement avez-vous travaillé pour élaborer vos amendements? Seulement des acteurs de la société civile ou également des entreprises? Donc, sur ce texte-là, j'ai principalement travaillé avec des acteurs de la société civile et moi, je me suis concentrée sur tout ce qui est lié à numérique et environnement, à la sobriété numérique. Donc, on avait notamment écrit une tribune dans Le Monde avec un grand nombre d'acteurs. On était 25 spécialistes de la question où on disait le numérique, grand absent de la loi climat. Et c'est vrai que c'était des questions qui ont été portées par les citoyens de la Convention citoyenne et on n'a eu aucun article dans le texte qui concernait ces sujets, ce qui a fait que c'était très difficile pour nous, quand on rédigeait nos amendements, de les raccrocher à quelque chose. Et donc, la plupart d'entre eux ont été déclarés irrecevables. On discutait hier soir encore de cette question de l'irrecevabilité. Donc, ce qui fait que je suis une des députées avec le plus haut taux d'irrecevabilité sur cette question de l'Assemblée, parce que tous mes amendements, la plupart, n'ont pas été jugés avoir un lien direct ou indirect, c'est ça la formule, avec le texte. Et donc, mes amendements, je les avais travaillés, par exemple, voilà, sur la liste, on avait Green IT qui nous a beaucoup aidé, Simplon, The Shift Project. On avait aussi travaillé avec l'April sur des questions liées à l'open data, au logiciel libre. Voilà, donc la tribune, elle est disponible en ligne dans Le Monde. Et puis, on était 25 co-signataires, dont Serge, ici présent, qui a aussi rejoint cette mobilisation pour essayer que le numérique soit pris en compte. Donc, voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur les questions liées aux données, à la mise en place d'indicateurs qui soient fiables, qui soient durables aussi dans le temps. Il y a une question qui est intéressante, c'est de comprendre, est-ce qu'il faut que ces indicateurs, est-ce qu'il faut les travailler au niveau européen? Est-ce qu'il faut qu'on attende que le niveau européen avance pour pouvoir en France mettre en place toutes les structures qui vont produire ces données, les centraliser, les industrialiser, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut déjà au niveau français avancer à notre niveau? Est-ce que Pierre, tu peux nous raconter un petit peu? Je crois que vous commencez à travailler au niveau européen aussi. Oui, alors la très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le lancement de l'EcoScore n'est pas passé inaperçu, que ce soit du côté de la Commission européenne ou des autres pays européens, l'Allemagne notamment, la Belgique. Il y a déjà un distributeur en Belgique qui a annoncé, Colruyt, qui a annoncé sa volonté d'afficher l'EcoScore en vrai sur ses produits. Donc, le débat est lancé. Clairement, à l'échelle européenne, le débat est lancé. Et justement, on espère que ça va pouvoir aller vite. Là, le débat, il y a un débat sur la généralisation du Nutri-Score à l'échelle européenne. Il y a les lobbies qui sont en train de lutter contre. Mais du coup, il y a le Nutri-Score, mais on espère aussi que du coup, l'EcoScore pourra être généralisé, que l'ensemble des citoyens des États membres, des citoyens européens, pourront avoir accès à cette information nutritionnelle et environnementale. Il n'y a pas de raison que la France soit... la France, du coup, on expérimente des choses, mais il n'y a pas de raison que ça se limite à la France. Tous les citoyens européens et même au niveau mondial ont le droit à nous, ce qu'on considère être une information, un droit fondamental à l'information sur l'alimentation.
C'est super, super intéressant. Je revois un petit peu dans le chat. En fait, ce qui est intéressant d'Open Food Facts, c'est que ça devient en fait une espèce de ressource partagée, un commun numérique, une infrastructure. Un bien commun, ouais. Voilà, un bien commun numérique où d'autres applications peuvent venir se brancher dessus et se construire un peu sur les épaules d'un géant. Et c'est ça qui est intéressant, que son aspect contributif et aussi le fait que ça peut permettre de développer d'autres applications autour de ça. Vous êtes combien, Pierre, à travailler en ce moment sur Open Food Facts? Alors, la force d'Open Food Facts, c'est sa communauté, en fait. On est 3 permanents sur Open Food Facts, donc moi, Stéphane et Charles, mais on a vraiment toute la force des développeurs bénévoles, des contributeurs qui ajoutent des photos, et là, on est des centaines et des milliers de contributeurs très actifs à justement ajouter des photos, et plus tous les utilisateurs d'Open Food Facts, et là, c'est des millions de personnes. Donc, c'est vraiment la force du collectif qui permet de rendre possible tout ce travail qui est vraiment herculéen. Super. Et tu nous parlais des blocages un peu des lobbies. C'est quel type de lobby et sur quoi exactement ils bloquent? Comment est-ce que, sous quelle forme se fait un peu ces réticences? Comment est-ce que tu les observes à ton niveau? C'est quelque chose qu'on avait aussi observé sur le Nutri-Score. Et ça vient de… En fait, l'alimentation, il y a autant de, entre guillemets, de groupes d'intérêt ou de lobbies, selon la manière dont on les appelle, que d'aliments. C'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, l'Interbev sur le bœuf. Il y a donc chaque catégorie de produits, en fait, a son association professionnelle qui correspond et du coup, qui a des préoccupations différentes. Par exemple, sur le bœuf, effectivement, ça va être l'impact carbone du bœuf. Sur les fruits importés, ça va être la question du transport, etc. Donc, il y a vraiment… et donc, du coup, c'est très classique. Hein, ça va être de l'animation du débat public, des suggestions d'amendements et ce genre de choses pour justement exprimer leurs préoccupations. Et du coup, dans le travail de conception de l'EcoScore, il y a eu justement cette prise en compte avec notamment des associations environnementales de toutes ces préoccupations qui sont légitimes, hein, mais du coup, qui ont été intégrées justement dans la méthodologie de l'EcoScore. Merci. Donc, il y a, j'échange en direct là, avec Delphine Bateau sur Telegram qui me raconte que dans l'hémicycle, il y a eu encore une promesse de groupe de travail qui a été annoncée par le gouvernement en séance. Ça arrive très régulièrement. C'est que parfois, des personnes de la majorité portent des sujets et parce que le gouvernement ne veut pas avancer ou veut temporiser ou veut contenter aussi ses députés, ils annoncent ou un rapport ou un groupe de travail sur le sujet. Et en général, ça permet que la personne puisse dire j'ai pu avoir gain de cause auprès du gouvernement, voilà à quel point ma mobilisation est utile, etc. Donc, les personnes ramènent vers eux dans leur circonscription, dans leur communauté, quelque chose qu'ils ont pu récupérer. Mais en général, ça permet aussi d'enterrer les sujets et de ne plus en parler en dur, c'est-à-dire sous forme législative. Et donc, c'est une méthode qui s'est développée beaucoup sous ce mandat. Et donc, elle nous dit que voilà, il y a eu cette annonce de groupe de travail en séance et que l'hémicycle a fait encore un groupe de travail, encore un rapport. Voilà, tous les députés sont plus dupes sur ces questions-là. Mais donc voilà, pour revenir à nos questions. Serge, on va passer un peu sur les questions d'Arcep. Et donc, ça serait intéressant que tu nous racontes déjà à quoi l'open data vous a servi, vous, en plus de ce qu'on vient de voir, le développement d'applications d'information pour les utilisateurs. À quoi est-ce que l'open data a pu être utile dans le cadre de l'Arcep et quelle est ta position? On pourra revoir un peu les amendements qui sont proposés par la majorité dans un moment sur ce qui est proposé dans le cadre de cette loi concernant les nouvelles missions de l'Arcep. Oui, Paula.
Juste avant de répondre à ta question, je vais rebondir en une phrase sur le dernier thème de Pierre, qui était sur le niveau européen. C'est sûr que ces données sont intéressantes à avoir, ou ces indicateurs sont intéressants à pousser au niveau européen, et l'ARCEP en particulier, systématiquement pousse au niveau du BEREC, c'est-à-dire le régulateur européen, des questions notamment d'obtenir des données environnementales. Alors maintenant, pour revenir à ta question, il y a la vieille façon de faire de la régulation. Donc, l'ARCEP, c'est un régulateur indépendant, contrairement à ce que quelqu'un dans le chat disait. On est très indépendant, et il y a la vieille façon de faire de la régulation, c'est de prendre les gens qu'on régule, les grandes entreprises qu'on régule, et puis de leur mettre des règles et de leur taper dessus si elles ne suivent pas les règles. Et il y a un truc qui est plus moderne qui s'appelle la régulation par les données, c'est-à-dire d'obtenir un maximum de données sur ces entreprises, sur leur façon de fonctionner, le plus possible les mettre en open data, c'est-à-dire les rendre à la disposition de tout le monde. Et ça a des effets extrêmement bénéfiques sur l'ensemble du système. Alors, pourquoi? Premièrement, prenons les utilisateurs et prenons le cas concret des télécoms. Ce que fait l'ARCEP depuis un certain nombre d'années, c'est récupérer des tas de données et de mettre en place des informations à destination des utilisateurs, des informations dont on a parlé tout à l'heure sur mon réseau mobile. Qu'est-ce que je capte devant chez moi? Est-ce que j'ai une 2G? Est-ce que j'ai de la 3G? Est-ce que j'ai une bonne 4G, etc. Et puis, maintenant, de plus en plus, c'est aussi la fibre. C'est ma connexion Internet. Est-ce que, je ne sais pas, je vais m'installer mon entreprise à tel endroit, est-ce que je pourrais avoir une connexion Internet? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, c'est compliqué de vivre si on n'a pas une connexion Internet. Je veux dire, c'est compliqué, je suis un peu modeste, c'est devenu un peu impossible de vivre dans certaines conditions si on n'a pas cette connexion. Donc voilà, la question, c'est d'avoir ces données et de les mettre à la disposition de tout le monde. Alors, les données, comment on les obtient? C'est important de regarder ça parce que ça peut donner un guide aussi pour les données environnementales. Alors, il y a déjà des données qu'on obtient directement des entreprises. Donc, l'ARCEP, par exemple, obtient des cartes de couverture, ça s'appelle, des entreprises qui leur disent à quel endroit il y a de la 3G, etc., 4G, machin. Et on vérifie qu'en gros, elles ne sont pas déconnectées de la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis un certain temps. Par contre, on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir une certaine déconnexion entre ce qui est publié là, donc ces informations qui sont vérifiées pourtant, et qui sont produites par les entreprises, par Orange, SFR, Bouygues, Free, typiquement, et l'impression, le ressenti que peuvent avoir les utilisateurs. Et donc, on a mis en place depuis quelques temps un retour d'informations sous forme de crowdsourcing, c'est-à-dire, typiquement, la possibilité de faire tourner un petit système sur votre ordi ou sur votre téléphone pour essayer de voir comment est votre connexion. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que ça demande d'avoir des règles de collecte un petit peu raisonnables parce que sinon, les données que vous obtenez, c'est n'importe quoi. Mais bon, il y a eu un travail pour arriver à faire un peu un guide de comment on récolte ce genre de données. Maintenant, il y a même des collectivités qui se mettent à les obtenir. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum d'informations possible. Donc, en reprenant ta question, mon réseau mobile te donne des informations sur ta connexion cellulaire quelque part en France. Ma connexion Internet te donne des informations sur ta connexion Internet. Alors maintenant, je voudrais, pour conclure, peut-être essayer de cerner à quoi ça sert. Alors, premièrement, ça sert quand même vachement pour les utilisateurs. C'est quand même un bon choix pour l'utilisateur de savoir comment qu'est-ce qu'il peut avoir comme service. C'est assez vertueux pour les entreprises aussi, parce que, si vous voulez, c'est quand même une bonne incitation à faire des meilleurs services, parce que sinon, il y a directement la punition par les clients. C'est aussi pratique en tant que régulateur, parce que quand on a ces données, on peut mieux savoir quelle est la situation. On obtient d'une certaine façon une vision, un baromètre de comment se place notre domaine, les télécoms en l'occurrence,
pour le gouvernement aussi, pour être capable de cibler des politiques. Il faut avoir des données. Donc, ces données-là sont vachement importantes à tous les niveaux. Ça peut être aussi très important au niveau d'une collectivité locale pour savoir où elle en est, savoir où c'est qu'il faut mettre, où c'est qu'il y a encore des zones qui seront pas couvertes dans 1 an, dans 2 ans. C'est assez indispensable. Donc, il y a tout un paquet d'aspects vertueux. Et c'est pour ça que lors des travaux qu'on a eus sur environnement et numérique l'année dernière, c'est un sujet qui est énormément remonté. Le besoin d'avoir des données fiables, le besoin d'avoir des indicateurs, le besoin de comprendre le domaine. Et je vous dis franchement, il y a des fois, on est un peu paumé parce qu'on aimerait bien faire, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Je vais juste prendre un exemple pour conclure. Ma première réaction, par exemple, c'était de dire on est en train d'empiler des technologies 2G, 3G, 4G, 5G, et bientôt 6G dans 10 ans. Peut-être qu'on pourrait en lâcher sur le chemin. Peut-être qu'on pourrait arrêter certaines de ces technologies. Ça ferait moins d'ondes pour les gens qui s'inquiètent pour les ondes. Seulement, ce n'est même pas évident qu'on gagnerait quelque chose d'un point de vue écologique. C'est une question que je ne sais pas répondre aujourd'hui. Je sais vous dire que pour envoyer un gigaoctet de données en 5G, c'est vachement moins coûteux en gaz à effet de serre que d'envoyer la même quantité de données en 2G ou en 3G. Mais est-ce que ça veut dire que ce serait rentable d'arrêter la 2G ou la 3G? Je ne sais pas, parce qu'il y aurait beaucoup d'investissements en machines et des choses comme ça. Donc voilà, on a besoin de données pour comprendre et pour être capable de piloter une politique énergétique. Alors, c'est les députés qui se connectent et sont en séance. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez justement ce site Mon Réseau Mobile qui est super intéressant, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, voilà, on a la carte un peu de la couverture et de la qualité de la couverture. Et voilà, il y a plein de… je crois qu'on peut aller plus près. Bon, tu peux demander une adresse aussi particulière. Tu peux demander une adresse et regarder, par exemple. Je découvre parce que j'avais jamais… Tu veux nous faire le… Ce serait un peu long, mais c'est tellement bien fait. Là, je fais de la pub pour l'ARCEP. C'est tellement bien fait que vous allez sur monréseaumobile.fr et vous arriverez à jouer avec. Ça demande, ça n'a rien de compliqué. Hein. Voilà, donc ça, super intéressant. Et puis là, je voulais vous montrer du coup l'amendement dont on parlait, qui est un amendement assez long. Et donc, qui va arriver dans quelques temps là, de débat et qui sera adopté parce qu'il est porté par la majorité. Et donc, qui a récupéré un peu des éléments qu'on avait déposés en commission. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Et donc, ils ont un peu regroupé et rédigé un long amendement pour donner des nouveaux pouvoirs à l'ARCEP. Et donc, tout ça, ce qui est important, c'est l'exposé des motifs, parce que voilà, c'est très technique, mais où ils expliquent que c'est afin de mettre en place un baromètre environnemental du secteur du numérique pour améliorer notamment l'information des consommateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, Serge, un peu qu'est-ce que serait ce baromètre environnemental, à quoi il me semblerait, à quoi il servirait? Oui. Et c'est bien d'insister que c'est en fait quelque chose qui vient de plein d'origines, hein, notamment certains des amendements que tu avais déposés. L'idée de ce baromètre environnemental du numérique, c'est une idée qu'on pousse déjà à l'ARCEP depuis un certain temps, qui est un peu issue de ces concertations qu'on a vues avec plein de gens. Et essentiellement, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si on veut être capable de maîtriser les consommations environnementales du numérique, il faut avoir des données, il faut savoir où on va. Alors, qu'est-ce que ça change? Je dirais que le premier truc qui change, c'est que le truc le plus important peut-être, c'est qu'on avait le moyen, par la loi, de demander des informations aux opérateurs télécoms. Ça, on sait bien faire. On a l'habitude, on les connaît bien, c'est facile et on leur demande, on leur a déjà demandé
des informations aussi sur leur consommation énergétique, par exemple. Oui, c'est vachement bien, sauf que la consommation, les effets environnementaux du numérique, ça ne se limite pas aux opérateurs télécoms. C'est même une finalement assez petite partie. Alors, il y a une autre partie, en gros, je ne suis pas très bon en chiffres, mais genre 15% de l'empreinte environnementale du numérique, disons des gaz à effet de serre pour sursimplifier, 15% qui viennent des data centers. Cet amendement, s'il est voté, nous permettra d'avoir des informations sur les consommations de data centers. Il faut savoir ce qu'il y en a. Apparemment, les data centers, enfin, ce qui sort de tout ce qu'on lit, c'est qu'ils ont fait énormément de progrès en sobriété énergétique. Mais où on va? Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins? On ne sait pas. Donc, premièrement, accès à cette information, c'est indispensable. Donc, les réseaux, donc ça, c'était plus ou moins quelque chose qu'on avait déjà, mais il y avait une partie des réseaux qu'on ratait, c'était les équipementiers des réseaux. Et là, on aura des informations sur les équipementiers des réseaux. Donc ça, c'est déjà bien. Et le gros morceau, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vachement surpris quand j'ai commencé à regarder un peu, de plonger un peu dans ce domaine-là en 2019. Le gros morceau, c'est les terminaux. Les terminaux, ça représente une partie considérable de la consommation énergétique, et puis pas que énergétique. D'abord dans leur utilisation, mais surtout dans leur fabrication. Et donc là, on était complètement à l'ouest, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'informations. On peut demander gentiment, je ne sais pas, monsieur Samsung, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, et on a ou on n'a pas de réponse. Avec cette loi, on aura les moyens d'obtenir des informations sur les terminaux. Et c'est indispensable parce que les questions, si on veut vraiment réduire ce domaine, parmi les outils principaux, ce sera de prolonger la durée de vie des terminaux. C'est vraiment un des gros trucs qui peut nous permettre de gagner quelque chose. On peut gagner, bien sûr, sur les data centers, j'espère bien qu'on gagnera, sur les transports, etc. Mais un des gros endroits où il y a du gain, je vois que Lambert hoche la tête, c'est sur les terminaux. Donc voilà, et il faut des informations pour arriver à choper toutes les pratiques d'obsolescence, obsolescence matérielle, logicielle, culturelle. Donc c'est les terminaux et tout ce qui va avec, la façon dont on les vend, la façon dont le marketing autour, etc. Donc voilà, c'est à mon avis... bon alors après, on peut discuter sur le phrasé exact de l'amendement ou des choses comme ça, mais pour moi, cet amendement va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans une compréhension fine du gaspillage énergétique qui a lieu, qui occure dans le numérique. Et de ce sens-là, on fait un progrès. Enfin, pour moi, je vois ça comme un véritable progrès. Merci Serge, c'était très clair. Et on ira plus dans le détail dans ces discussions vendredi à 15h, quand on arrivera aux questions de sobriété numérique dans le texte. On aura aussi énormément de tables rondes là-dessus. Mais c'est vrai que cette question des terminaux, il faut qu'on se dise combien est-ce que de terminaux on a chez nous. Est-ce qu'on les change en moyenne tous les 2 ans? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les changer tous les 2 ans? Le Fairphone, là on parle du Fairphone sur le chat, qui est super, qui est très durable et qui est fait de pièces détachées, c'est-à-dire qu'on peut le réparer très facilement. Donc je vais remonter un peu le chat. Oui, Paula, ici, je rencontre dans une des salles juste à côté de l'hémicycle Antoine Herth, qui présentait tout à l'heure cet amendement. Tu m'entends? Très bien. Qui présentait tout à l'heure cet amendement sur le statut particulier de certains types d'élevage. On a voté pour avec Delphine, l'amendement a été rejeté. Le score était assez serré, je crois, c'était 80 à 60. Peut-être c'est l'occasion de demander quelques mots à Antoine sur qu'est-ce qu'il pense de ce débat, pourquoi il a porté cet amendement, comment il évalue le score. Voilà, Antoine Herth, député du groupe Agir Ensemble. Je crois qu'il était important, effectivement, de mettre l'accent sur les difficultés que pourrait rencontrer
nos éleveurs, notre élevage à l'herbe face à un système d'analyse de cycle de vie qui est une approche équilibrée. Elle est reconnue par l'ONU, mais qui est un peu réductrice pour ce type d'élevage, puisqu'elle occupe de grandes surfaces et s'étale sur une durée très importante, donc un système qui prend en compte à la fois l'économie, les moyens et le cycle de vie le plus court est particulièrement pénalisant pour nos éleveurs. Or, contribue au maintien des prairies qui sont des capteurs de carbone extraordinaires. C'est pour cette raison que j'ai tenu à porter ce débat dans l'hémicycle afin que l'expérimentation qui est envisagée par l'article 1er du texte de loi puisse tenir compte de ces particularités et puis quelque part prendre nos éleveurs par la main en leur disant « écoutez, n'ayez pas peur, nous allons prendre en considération vos difficultés pour que vous puissiez aussi faire valoir votre travail à travers cet éco-score. » On voit toutes les difficultés de l'éco-score. Hein. Si on se lance dans quelque chose qui est sur l'efficacité, sur l'efficacité carbone, l'analyse en cycle de vie, évidemment, c'est un avantage de cycle court, mais les bonnes pratiques agricoles, celles qu'on aime bien, qui sont respectueuses des animaux, des paysages, c'est bien plutôt des cycles longs. Et on voit plusieurs types d'enjeux qui peuvent être contradictoires. Alors, lesquels on va avantager? Antoine, ce débat, il était déjà porté en commission spéciale. Il est reporté ici en hémicycle. Combien d'amendements tu as déposé au total là-dessus, sur des thèmes comme ça? Je suis assez économe en amendements. J'en ai déposé 2, mais ça suffit pour porter les débats. Et puis, le Sénat va également se pencher sur le texte. Donc, voyons au final ce qu'il en sera. En tout cas, je suis optimiste pour que nous puissions lancer les bons messages politiques. Pour information, Antoine mène aussi dans le cadre de l'OPEX une mission sur la consommation de viande rouge et rendra ses conclusions d'ici qui mènent les questions environnementales, les questions économiques. Voilà, c'était le petit invité surprise en direct de l'Assemblée. Cédric, puisque tu es là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'OPEX et à quoi ça sert? L'OPEX, c'est pour Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Chaque mot compte, hein. C'est un office parlementaire, il est à la fois Assemblée nationale et Sénat, 18 députés, 18 sénateurs. Il s'intéresse aux sciences et aux technologies, donc à tous les sujets dans lesquels l'enjeu scientifique et technologique est en résonance avec l'enjeu politique. Et c'est un office qui évalue les choix. Genre, on instruit le dossier au plan scientifique en auditionnant autant de scientifiques que possible, jusqu'à dire aux politiques, aux parlementaires, voilà, vous avez le choix entre ceci et cela, et les conséquences, les implications scientifiques et technologiques, c'est comme ça. Cet office a été créé dans les années 80, au début sur les questions nucléaires et maintenant sur tous les sujets, et c'est moi le président. J'ai été éphémèrement président à mon mandat en 2017, à mon élection, pendant quelques mois. Puis pendant 3 ans, la présidence est allée au Sénat, hein, ça alterne entre Assemblée nationale et Sénat. Puis c'est revenu à l'Assemblée. Cette fois, quand c'est revenu, j'étais plus inscrit dans aucun groupe, mais j'ai quand même été réélu par les membres de l'OPEX et je suis à nouveau président. Et on est très fiers d'avoir Cédric comme président. Dis-nous un peu, c'est quoi l'ambiance là maintenant en séance? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que c'est aussi tendu que hier soir? Pas beaucoup de monde, c'est plutôt morose en ce moment-là. On est entré dans un grand marathon. Il y a eu un peu de tension tout à l'heure sur ces amendements liés à l'évaluation de l'agriculture, un peu de tension tout à l'heure par rapport aux enjeux de l'open data et savoir si on ouvrait vraiment les données ou si on ouvrait en partie, encore sans savoir quelle partie. Mais là, en ce moment, là, dans les débats, on est dans une sorte de faux plat où on y va, ça commence à être un peu fastidieux sur l'étiquetage. Il y a quantité d'articles, on sait que dans un texte, il y a des moments chauds et des moments froids, et en ce moment, on est plutôt sur quelque chose de tiède. C'est ça, c'est très rythmé, ça va, ça vient. Merci Cédric pour ce petit retour. Je vous préparais une petite séance, peut-être une petite soirée où on parlera davantage de l'OPEX et de l'articulation entre sciences et politique. C'est un sujet qui est devenu extraordinairement chaud avec la crise du Covid. Et avec le glyphosate, et avec tant de sujets.
Bon, donc c'est marée basse en hémicycle, Cédric, c'est ça? Tu dis en hémicycle, en ce moment, là, rien de spécial, rien de bien passionnant. On vous fera signe. Là, je vais retourner en hémicycle et on fera signe s'il y a quelque chose de chaud. Bon, tu as pu faire ta sieste, tant mieux. Écoute, la nation a besoin de citoyens qui dorment suffisamment. Absolument. Donc, je rebondis sur un petit commentaire que j'avais vu passer sur le chat qui demandait si on était autorisé à l'Assemblée nationale à retransmettre par Twitch, etc., ou s'il n'y a pas de position. Donc, nous, on récupère le flux de l'Assemblée qui est disponible. Mais ce qui se passe, c'est qu'au sein de l'Assemblée, on a un très, très mauvais Wi-Fi. J'en discutais justement avec Denis Massiglia, qui est un de nos collègues l'AREM, qui est aussi streamer, qui a une chaîne sur stream et qui viendra discuter avec nous aussi des nouveaux médias. On va faire une belle séquence là-dessus avec des vrais streamers, des vraies streameuses et des députés qui se sont lancés là-dedans, comme lui, Denis Massiglia et Hugo Bernalicis. Mais donc, lui me disait, moi, j'essaye de faire la retransmission dans mon bureau et vraiment, c'est très, très compliqué. Nous, on avait testé et justement, on s'est dit, ça ne va pas tenir et on a mis notre petit studio en dehors de l'Assemblée. Mais donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de progrès à faire à l'Assemblée en termes de modernisation, de numérisation. On a déjà touché le sujet plusieurs fois. Et si tu me permets, Paola, je vais rajouter quelque chose. Ici, on est sur quelque chose d'intermédiaire, un peu à la limite de l'usage, parce que normalement, l'espace où je suis, là, par exemple, c'est un espace où les photos sont interdites et où, en tout cas, il est interdit de prendre des photos des parlementaires. Là, avec Antoine, évidemment, on était d'accord, ce n'était pas une photo, c'était une communication, donc on s'arrange. Et on est sur ces règles dans lesquelles les photos sont interdites pour de bonnes raisons, c'est que les députés s'y retrouvent, les parlementaires s'y retrouvent dans un espace qui n'est pas l'espace de l'hémicycle et donc dans lequel les barrières habituelles entre groupes sont complètement abolies. Et il n'y a encore pas si longtemps, une photo dans laquelle vous voyez un député LR discutant avec un député communiste comme s'ils étaient vieux complices dans la vie, ce qui est parfaitement possible, c'est le genre de choses qui peut mener du buzz politique et plein de problèmes. Et donc, vous avez ces périmètres ici, de la même façon dans les restaurants de l'Assemblée nationale. Normalement, les photos sont strictement interdites, sauf si c'est très clair, qu'on prend bien le périmètre de la photo, qu'il n'y a aucun député visible en dehors de ceux qui veulent se faire photographier, etc., etc. Merci Cédric. Je reviens un peu vers nos invités. Lambert, tu as écouté très sagement depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu évoques toutes ces dernières discussions? Qu'est-ce que tu évoques aussi comme en tant non seulement qu'expert de la question, mais en tant que citoyen de la Convention citoyenne, de suivre tous ces débats parlementaires? Est-ce que tu t'intéressais aux travaux parlementaires avant d'être citoyen? Est-ce que c'est quelque chose que tu découvres aujourd'hui à ce stade? Comment tu vis tout ça? Ouais, je le découvre totalement. Avant d'être tiré au sort à la Convention citoyenne, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. La Convention citoyenne m'a fait forcément, j'ai compris pas mal de choses. J'ai aussi discuté avec des députés et ça m'a montré que c'est plus accessible que ça n'en a l'air. Et là, je suis vraiment super content de voir ces débats-là, de voir nos mesures enfin débattues et surtout de pouvoir les suivre sur Twitch. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est génial. Je suis convaincu que c'est l'avenir de la démocratie et qu'elle doit être beaucoup plus interactive, que les députés doivent être justement plus ouverts parce qu'on a un sentiment toujours de mesures qui descendent vers nous et qu'on subit. Et en fait, on doit les commenter. Les députés doivent être en interaction, je pense, avec les citoyens et ça doit être un vrai travail commun, quoi. Donc là, j'ai l'impression de voir ça naître et je trouve ça vraiment chouette. Merci, c'est super émouvant d'entendre ça. Est-ce que tu avais imaginé ou comment tu t'imaginais les députés et leur travail avant de nous rencontrer, avant de découvrir tout ça? Tu avais quelle image des députés? Je sais pas, franchement, je me posais pas trop la question, ça m'intéressait juste pas trop et puis voilà, j'avais l'image qu'on voit là, qu'on voit des députés débattre à l'Assemblée, s'engueuler,
Mais voilà, c'est sûr que voir ces mesures qui sont un peu de notre initiative quand même à travers la Convention, même si il y en a qui traînent depuis longtemps, ça donne beaucoup plus de sens, quoi, de voir que les idées, elles viennent, et les besoins et les demandes, elles viennent aussi des citoyens. Donc la Convention citoyenne, c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres manières. C'est une manière différente d'écouter les débats, quoi, c'est sûr. Merci, merci énormément. Donc, bon, il y a Mathieu qui nous a rejoint avec un très beau t-shirt que tout le monde voilà, gratifie sur le chat. Il va dans quelques minutes. Ça fait plus sérieux, là. J'ai compris le message. Donc, il a mis sa veste pour être un peu plus élégant. Mais dans quelques minutes, il va prendre la main pour une table ronde sur la publicité, un des autres sujets absents ou traités de façon pas assez ambitieuse dans ce texte. Mais je veux, avant de te repasser la main, Mathieu, faire un dernier tour de table par rapport à nos invités pour que le sujet qu'on a traité pendant 7h30 soit assez clair dans la tête des viewers et viewers, comme on dit. L'open data, les données, l'open data, comment est-ce qu'elles peuvent être utiles à la transition numérique. Voilà, comment est-ce que vous pouvez, en quelques mots, l'expliquer de façon très simple, très compréhensible, en quoi est-ce que les données peuvent être utiles à la transition écologique. Pierre? L'open data, j'ai tendance à rappeler que c'est quasiment inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander des comptes à son administration, à l'État et à l'administration. Et du coup, en fait, l'open data, c'est un formidable instrument, justement, comme ça a été dit plus tôt, pour permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix, aux producteurs de s'améliorer, et à la puissance publique, justement, de pouvoir réguler de manière plus intelligente, plus informée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser dans tous les domaines. Là, on a parlé de l'alimentation et des télécoms, mais tous les domaines, en fait, ont à bénéficier de cette open data parce que ça permet justement de faire des meilleures lois, d'évaluer leur impact, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui bénéficie, qui permet l'innovation dans la société civile, mais qui permet aussi aux législateurs d'améliorer sa prise de décision. Merci, merci Pierre. Serge, toi, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi les données peuvent être utiles et sous quelle forme à la transition écologique? Je vais complètement paraphraser Pierre. Hein, c'est en informant les utilisateurs, on encourage les bonnes pratiques, on encourage les bonnes pratiques des utilisateurs, c'est-à-dire des bons choix des utilisateurs, mais les bonnes pratiques aussi des entreprises. Et puis, grâce à ces données, on peut aussi informer l'État, informer le législateur et améliorer l'action publique. Et le truc que j'ai compris, alors peut-être juste un truc un peu personnel, quand je suis arrivé à l'ARCEP, une de mes premières questions, c'était qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement. Et là-dessus, j'ai compris qu'il y avait la loi. C'est-à-dire que nous, on est régulateurs, mais on est là pour appliquer une loi. Et donc, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si on s'amène avec un peu la gueule enfarinée auprès d'une entreprise en disant on aimerait bien avoir vos données, ça va être très compliqué, ça va être impossible à avoir, ils vont pas, c'est pas marqué, etc. Donc, il faut véritablement que ce soit le législateur qui décide l'ouverture de ces données, sinon nous, on ne peut rien faire. Alors après, tu as dit au début de cette réunion que ça pouvait représenter des coûts pour les entreprises. Ouais, quand tu vas leur demander, c'est toujours très compliqué, c'est toujours très cher, etc. Et quand je travaillais dans une boîte privée, j'aurais dit la même chose, hein, parce que c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent à l'entreprise, et puis ça demande un peu de boulot. Mais ce n'est pas tant que ça, parce que les entreprises, le plus souvent, ont déjà ces informations. Ça fait déjà partie de ce qu'elles ont besoin de collecter pour leurs propres besoins. Et donc, la seule difficulté, c'est de le fournir au public. Et ça, je pense que c'est quand même pas si compliqué que ça.
Donc, j'ai été un peu long, mais en gros, tout ce qu'a dit Pierre, je partage complètement. C'est tous les bénéfices de l'open data là-dedans sont vraiment importants. Et juste le truc que je rajoute, c'est pas si lourd vis-à-vis des entreprises. C'est pas si lourd que ce qu'on veut bien entendre. Merci, merci Serge. J'ai bien compris, moi, personnellement, cette nécessité de le faire passer par la loi. Parfois, on m'appelle Madame Open Data dans les couloirs de l'Assemblée parce qu'à chaque texte, je dépose un fameux amendement Open Data, Open Data, Open Data, Open Data. Chaque fois qu'il y a des données, je mets mon amendement Open Data. Et donc, mes collègues commencent à se moquer de moi. À mon avis, c'est très glorieux comme titre. Hein, alors, voilà. Mais c'est vrai que je travaille sur ces questions depuis longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, auparavant, je travaillais à Etalab, qui est un service du Premier ministre qui s'occupe de l'open data et du gouvernement ouvert, qui est plus du Premier ministre, pardon, maintenant, qui est à Bercy, mais qui, du coup, s'occupe d'ouvrir les données, mais cette fois-ci des pouvoirs publics. Et là-dessus, je voyais au quotidien à quel point il y avait des réticences qui étaient plutôt, c'est ce que tu dis, ce n'est pas nécessairement des coûts en général, mais c'est parfois des réticences culturelles parce que les gens se disent « Ah, on va être exposé, ah, mais nos données, elles ne sont pas propres, ah, mais on va venir nous chercher, les journalistes vont venir nous chercher des détails, vont venir fouiller. Et en fait, en général, c'est le contraire. Quand on est transparent, quand on fait de l'open data, on rassure, on casse un peu des fantasmes d'opacité que parfois les citoyens ont. Et du coup, les gens ne vont pas nécessairement aller chercher la petite bête. Moi, personnellement, dans mon mandat, j'essaie d'appliquer l'open data à presque tous les domaines. En termes de transparence aussi, c'est une bonne pratique. Par exemple, mon agenda, je le mets en open data, c'est-à-dire qu'il est ouvert et que tout le monde peut voir ce que je fais dans ma journée, les gens que je rencontre, les lobbies aussi que je rencontre, par exemple, pour avoir un peu une traçabilité aussi de la loi, de mon action. Et puis, il y a mes budgets aussi. Nous, en tant que député, on a droit à un petit budget qui s'appelle l'AFM. Et donc, il y a un budget qui est très encadré, hein, mais qui est utile pour des frais de représentation. C'est-à-dire, par exemple, pour payer une permanence, pour organiser des événements, des rencontres avec les citoyens, etc. Et il y a eu depuis plusieurs années quelques scandales autour de l'utilisation de cette AFM parce que les députés, par exemple, s'achetaient des cadeaux pour Noël ou faisaient des investissements immobiliers à titre personnel, par exemple, avec cet argent. Et donc, au tout début de mandat, l'utilisation de ces frais a été très, très régulée. Et donc, moi, personnellement, j'ai décidé de mettre toutes mes dépenses de l'AFM en open data. Donc, on peut voir aussi ligne par ligne ce que je dépense tous les jours. Et en fait, quand j'ai dit à mes collègues « faites de même », tout le monde avait un peu peur en disant on va venir se plaindre, on va venir me critiquer sur comment j'utilise les frais publics. Et moi, ça a été complètement le contraire. On a salué ma démarche. Et puis, j'ai eu pas du tout de soucis sur des détails. Pardon, je m'étends un peu, mais c'est parce que l'idée aussi de ce Twitch, c'est de faire un peu de pédagogie et d'expliquer notre travail parlementaire, notre quotidien. Donc, j'en profitais pour faire ce petit laïus sur l'AFM, qui est ce budget donc, que pas tout le monde connaît. Et donc, Lambert, je vais te passer donc la parole pour conclure donc cette table ronde. Qu'est-ce que tu penses, toi? Comment est-ce que l'open data peut aider à la transition écologique? Et si tu veux aussi un mot de conclusion sur ton application en tant que conventionnaire. Alors oui, moi personnellement, je suis convaincu aussi de l'open data et de ses bienfaits. Mais je rejoins Serge quand il dit que la législation est super importante parce qu'en fait, ce qu'on attend en tant que citoyen d'un score environnemental, c'est que les données soient vérifiées,
soit contrôlée et qu'on puisse avoir vraiment confiance en un vrai indicateur environnemental qui répond vraiment aux enjeux qui lui sont donnés. Donc, je pense que d'abord, il doit avoir une loi et ensuite que les données qui servent à l'éco-score soient diffusées à un éco-score, soit diffusées après en open data. Donc ça va de pair et nous, on attendait vraiment ça. Je voulais aussi revenir sur les amendements, sur notamment l'élevage et je pense qu'il faut faire attention à que l'éco-score, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il réponde aux enjeux du réchauffement climatique et que même il n'y ait pas trop d'indicateurs qui apparaissent sur ce score environnemental pour vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est aussi une attente qu'on avait et c'était quelque chose qu'on craignait de se dire que le score environnemental prenne en compte trop de critères et qu'on laisse penser aux consommateurs que finalement de la viande de bœuf pourrait avoir un impact positif écologique, enfin sur les émissions de gaz à effet de serre. Or, on nous a bien expliqué que ce n'était pas le cas. Donc attention à ces amendements-là qui pourraient faire l'effet inverse que celui pour lequel on a proposé cette mesure. Et voilà. Et sinon, sur l'application carbone, effectivement, j'ai pas de mots particuliers à rajouter. Je pense que idéalement, on n'en aurait pas besoin en fait de cette application. Mais nous, on aimerait pas en avoir besoin et que ça soit obligatoire et affiché le plus tôt possible. Mais les conventionnels ont bien demandé, à défaut d'avoir un affichage obligatoire, même si actuellement il reste encore des choses à valider, mettons à disposition ce qu'on a et laissons l'éco-score évoluer au fil des années, au fil des avancées et des consensus qu'on pourrait trouver qui répondent vraiment à l'objectif. Voilà ce que je voulais dire. Merci énormément, Lambert. Donc, je vais vous dérouler un peu le programme qui va suivre. Donc là, tout de suite, on aura une table ronde animée par Mathieu sur la publicité et le climat jusqu'à 19h30. Après, il y a, comme vous le savez, une suspension de séance jusqu'à 21h où on aura une table ronde sur les écrans publicitaires qui va être animée par Delphine Bateau avec plusieurs intervenants. On a bien vu, on a eu des demandes sur le chat d'anticiper un peu plus les programmes et de les communiquer un peu plus en amont pour que vous puissiez vous organiser pour poursuivre les débats qui vous intéressent. Donc, on a pris la suggestion, on est en train de travailler là-dessus. On va essayer d'afficher tout ça plus clairement sur nos réseaux, sur la chaîne et d'annoncer tout ça un peu plus tôt. Mais on a notamment un changement de programme assez politique pour demain. C'est que demain matin, il n'y aura pas de séance sur le texte, sur le PGL climat comme il était prévu, parce qu'on va avoir un grand débat sur la stratégie de confinement, un débat qu'on appelle 50-1. On en a eu plusieurs là dans cette séquence de pandémie. Qu'est-ce que c'est qu'un débat 50-1 ? C'est un grand discours du Premier ministre qui fixe une ligne politique sur un sujet parfois un peu polémique où le gouvernement essaye d'asseoir sa légitimité, de s'assurer qu'il y a un soutien politique autour de lui. Et donc, où chaque groupe doit répondre, doit afficher sa position. Et donc, c'est un débat qui est suivi d'un vote. Et donc, en général, le gouvernement l'a fait plusieurs fois dans cette dernière année et demie, à chaque fois qu'il a dû prendre des décisions très importantes comme
des confinements, comme on a eu un grand débat sur l'application Stop Covid aussi. Du coup, il fait ce débat pour s'assurer d'avoir le soutien. Mais c'est un vote qui n'est qu'indicatif, il faut le savoir, c'est un vote consultatif. En général, le gouvernement a évidemment la majorité et il n'y a pas d'action qui découle de ce débat. C'est juste pour s'assurer un certain consensus et une certaine implication des parlementaires dans des moments difficiles. Donc, on sait que ce soir, Emmanuel Macron va s'exprimer vers 20h. On ne sait pas encore ce qu'il va annoncer, peut-être un reconfinement, peut-être une fermeture des écoles. Mais donc, demain matin, on sera tous, j'imagine, en séance pour suivre ces débats. Et donc, il n'y aura pas de Twitch puisqu'on ne sera pas sur ces questions de climat. On va recommencer l'après-midi à partir de 15h et on vous enverra tous ces programmes. Dis-moi, Paula, tout à l'heure, il faut quand même qu'on avoue aussi pourquoi les programmes ne sont pas mis tellement en avance. C'est parce qu'on les fait carrément en temps réel, quasiment en temps réel. On est à la Superbourg, on ne pensait pas qu'on aurait autant de personnes, d'interactions. Merci à vous. Donc, voilà, on se professionnalise, mais depuis lundi, c'est vraiment génial. Mais enfin, on fait tout en dernière minute. Donc, voilà, faut qu'on l'avoue aussi. Voilà. Donc, on laisse place à notre petit jingle favori pour faire la transition et te laisser la parole, Mathieu. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi?